crise sanitaire va-t-elle provoquer une nouvelle crise bancaire? C'est pas un petit sujet. Bonjour Fabien Tripier. Bonjour Jean-Philippe Denis. Fabien Tripier, vous êtes professeur de sciences économiques à l'université d'Évry-Val d'Essonne, membre du centre de recherche épée et vous êtes conseiller scientifique au CEPI. Et vous êtes co-auteur d'un policy brief. Vous allez nous dire peut-être ce que ça signifie, un policy brief. Les banques européennes à l'épreuve de la crise du Covid-19 que vous avez coécrit avec Jésabel Coupé-Soubeyran et avec Erika Perego. Et de ce policy brief est extrait une conversation publiée dans The Conversation France, même titre, la crise sanitaire va-t-elle provoquer une nouvelle crise bancaire? Article absolument passionnant à lire, absolument. Voilà. Et donc j'ai souhaité vous recevoir pour un point sur cette question. Et en aparté, je vous disais, en gros, ma question, c'est est-ce qu'on va avoir des faillites? Oui, merci de cette invitation d'abord. Donc le policy brief du CEPI, c'est un document, on essaye au CEPI d'éclairer les débats publics. Donc c'est un document qui essaye de faire une synthèse à la fois de la connaissance académique sur le sujet, mais aussi de mettre cette connaissance académique par rapport aux enjeux de politique économique. C'est pour ça qu'on met en avant le titre policy brief, parce qu'on veut vraiment mettre sur la table les principaux éléments du dossier permettant d'éclairer les décisions publiques. Et là, vous posez bien la question des faillites. Donc la question des faillites à deux niveaux. Les faillites dans l'économie, on en voit déjà. La crise économique a déjà créé des faillites vraiment fortes avec des entreprises qui n'arrivent plus à faire face à leurs engagements avec la chute de l'activité. Mais la question, c'est est-ce que les banques, elles aussi, vont faire faillite? Et c'est là où est le cœur du débat et le cœur des enjeux de politique économique, c'est comment faire pour éviter que la faillite touche également le secteur bancaire. Parce que si le secteur bancaire est à son tour touché par ces faillites, il va amplifier la crise qui est déjà énorme. Donc c'est cette question qu'on pose dans le policy brief. Quels sont les facteurs qui peuvent créer ces risques de faillite dans le secteur bancaire et comment les empêcher et comment y faire face si elles se déroulent? Bon, voilà. Sujet lourd. Premier temps, d'abord, peut-être en quoi cette crise sanitaire est différente de la crise de 2008? Parce que dès qu'on pense faillite, on pense Lehman Brothers. Voilà, Lehman Brothers, ça a été, donc dans la crise de 2008, c'était l'événement fort de la crise de 2008. Qu'est-ce qui s'est passé avec Lehman Brothers? Le régulateur américain qui, jusqu'en 2008, en 2007, début 2008, sauvait beaucoup de banques en détresse, a dit à un moment, les banques ont pris trop de risques, on ne va pas toutes les sauver. Et Lehman Brothers a fait faillite, avec des conséquences en cascade, parce que c'est une banque qui était en interconnexion avec beaucoup d'autres établissements bancaires. Et à ce moment-là, ça a créé une panique dans le secteur bancaire mondial, où les banques étaient craintives les unes vis-à-vis des autres. Tout le monde avait peur d'investir ou d'avoir des parts dans des banques qui n'allaient pas survivre à la crise. Et à ce moment-là, l'activité bancaire s'est gelée, et c'est l'économie réelle, les entreprises, les ménages qui n'avaient plus accès au crédit. Donc ça, c'est la situation typique d'une crise bancaire, où il y a une fragilité dans le secteur financier qui fait que l'économie réelle est impactée ensuite parce qu'elle n'a plus accès au crédit et aux ressources qui lui permettent de fonctionner. Et donc c'est une crise de liquidité, et à partir de là, on a toutes les politiques, et à partir de là, easing. Et le quantitative easing est venu ensuite rétablir l'apport de liquidité des banques centrales vers le secteur réel, les entreprises et les ménages, pour aider les banques qui étaient fragiles et qui étaient en défaut de fonctionnement pendant les années 2007-2008. Alors, peut-être maintenant sur la crise sanitaire elle-même. La crise sanitaire. Le rôle des banques dans cette crise et en quoi c'est différent? C'est différent parce que d'abord en 2008, c'est venu du secteur bancaire et financier vers l'économie réelle. Là, la crise, elle a d'abord une origine sanitaire qui a impacté l'économie. On a arrêté de consommer, on a arrêté de produire, il y a eu une chute de l'activité. C'est les 2 mois de confinement où le PIB s'est effondré. Donc on a une crise sanitaire qui s'est transformée en crise économique. Et ce qu'il faut maintenant absolument, c'est éviter qu'elle se transforme en crise financière, que ce soit une crise financière bancaire, avec des faillites de banques, ou aussi une crise financière des finances publiques, avec des États, comme la Grèce en 2012, qui seraient en situation de défaut de paiement et qui recréeraient en Europe une nouvelle zone de turbulence financière liée aux dettes souveraines. On voit que le sujet, évidemment, c'est le sujet européen aussi, mais on va en parler. Le secteur bancaire, concrètement aujourd'hui, il est en danger? Il est d'abord, le secteur bancaire, il est rentré dans cette crise beaucoup mieux équipé qu'en 2008. La leçon de la crise de 2008, c'est que le secteur bancaire n'était pas assez sûr, pas assez régulé, pas assez contrôlé. Et depuis 2008, il y a eu un grand nombre de réformes mises en place au niveau international avec les accords de Bâle, mais aussi au niveau européen. On a
profondément changé le paysage de la supervision bancaire européenne. Ce qui était fait au niveau des États, tout, pour les grandes banques, tout a été transféré au niveau européen. Donc on a créé des nouvelles agences de coordination au niveau européen. On a donné à la Banque centrale européenne un nouveau pouvoir très fort. Elle avait déjà un pouvoir très fort de politique monétaire. Mais demain, qui va décider s'il faut recapitaliser, sauver ou alors apporter des fonds à des banques en difficulté? Ces décisions vont être prises par la Banque centrale européenne, puisqu'on a transféré au niveau européen la surveillance. Donc, le premier point, c'est qu'on est rentré dans la crise avec un secteur bancaire beaucoup mieux équipé qu'en 2008. Maintenant, le secteur bancaire y tient parce que l'État fait énormément. L'État au niveau national, mais aussi les institutions européennes font énormément, par exemple avec les garanties qu'elles apportent. Quand l'État se porte garant des prêts accordés aux entreprises, c'est l'État qui supporte le risque de défaut. Quand l'État prend en charge le chômage partiel, il permet aux ménages d'avoir une sécurité de ressources qui permet à ces ménages de ne pas faire défaut sur un prêt immobilier, etc. Donc les banques tiennent parce qu'elles sont accompagnées par la Banque centrale européenne avec des liquidités, qui fait qu'à court terme, il n'y a pas de problème de liquidité, et par l'État qui prend sur lui une partie du risque de défaut des entreprises et des ménages. Maintenant, combien de temps ce système d'urgence pourra tenir? C'est la question. Donc ça va dépendre de l'évolution de la crise macroéconomique, et ça va dépendre de la possibilité des gouvernements de continuer à financer et à mettre en place des mesures d'assistance qui, de certaine manière, protègent aussi les banques du risque de faillite dans l'économie réelle. Alors évidemment, il y a deux points qui interpellent, qui animent beaucoup le débat public aujourd'hui. Un, l'Europe, la fameuse consolidation bancaire européenne. Est-ce que finalement, ce n'est pas le moment où le problème pourrait se reposer, voilà, d'éventuelles fusions transfrontalières? Et puis deuxième point, on parle beaucoup de l'Europe, il y a les États-Unis aussi, où il y a déjà des montées de défauts, et notamment sur les crédits immobiliers. Donc est-ce qu'on pourrait avoir un effet de contagion qui partirait d'une autre Alors région? il faut toujours avoir en tête la différence des systèmes financiers européens et américains. C'est que le système financier américain repose beaucoup sur les financements de marché. Le financement des entreprises par des dettes obligataires est vraiment très important. C'est 80% du crédit des entreprises qui provient des marchés obligataires. Alors qu'en Europe, c'est l'inverse, 80% provient des banques. Donc les tensions qui peuvent toucher les banques aux États-Unis n'auront pas le même effet qu'en Europe. On est beaucoup plus fragile en Europe si les banques font faillite parce que tout notre système de financement privé repose sur les banques et on a moins de financement par le marché comme aux États-Unis. Donc c'est pour ça que la protection des banques est importante au niveau européen. Maintenant, la question de la contagion, la principale vecteur de la contagion, ça sera la crise sanitaire. C'est-à-dire, est-ce qu'il y aura reconfinement en Europe à l'automne? Et ça, aujourd'hui, les données sont encore trop fragiles pour le savoir, mais c'est ça, l'évolution de la crise sanitaire reste encore le principal acteur qui donnera le là de l'évolution économique et financière. Et sur le point de la consolidation, c'est-à-dire si une banque, par exemple, devait être en grande fragilité, est-ce que ça ne pourrait pas être une forme de réponse? La consolidation, le problème qu'on avait dans la crise de 2008-2012, c'est que les grandes banques espagnoles, italiennes étaient tellement grandes que les fonds nationaux ne suffisaient pas. Donc on a répondu à la problème de grande taille des établissements bancaires européens, qui sont vraiment très grands à l'échelle internationale. On a répondu à ça par la mise en place de fonds à l'échelle européenne. Donc il y a le fonds de résolution unique qui est déjà en place, le mécanisme européen de stabilité. L'idée, c'est que si un des grands groupes est en difficulté, alors qu'il pourrait mettre en péril les finances publiques d'un État qui aurait du mal à y faire face, avec ces fonds européens, on peut lever des fonds beaucoup plus importants qui permettront d'y faire face. Mais il faudra un accord politique pour lever ces fonds au niveau européen et la mettre en place. C'est là où on vient sur les jugements de Karlsruhe, la fameuse cour allemande, des juges allemands qui disent « attention, tout ça, ça outrepasse un peu le mandat de la BCE quand même ». Ça outrepasse un peu le mandat de la BCE et il y a d'autres dispositifs comme le mécanisme européen de stabilité qui demandent des accords entre les gouvernements. Donc là, on retrouve, ce n'est pas le problème de la BCE qui décide toute seule d'injecter des liquidités ou pas, c'est on retrouve la question du est-ce que les gouvernements vont trouver un accord politique pour dire « ok, on investit tant de milliards pour recapitaliser le système bancaire italien, mais à quelles conditions? Est-ce qu'on impose des conditions en italien pour mettre en place la recapitalisation ?» Et là, on retrouve aussi les conflits politiques qu'on a pu avoir
avec la Troïka en Grèce, c'est-à-dire comment des institutions européennes vont venir négocier avec un État les conditions de l'octroi d'un supplément de ressources pour faire face à des besoins du secteur bancaire dans leur pays. Rappelons que la terreur en cas de faillite bancaire, c'est le bank run. Évidemment, on se souvient de 2008 et de la garantie des dépôts sur hauteur de 100 000 euros. C'était un des piliers de ce qu'on appelait donc l'union bancaire. L'union bancaire, c'est le grand projet de mettre en place un système de supervision et de résolution des banques à l'échelle de toute l'Europe. Et dans l'union bancaire, il y avait un système de garantie des dépôts unique à l'échelle européenne qui faisait que, parce qu'on avait eu ça pour Dexia, il y avait des banques qui étaient à cheval sur plusieurs pays. Il faut que tous les déposants dans tous les pays soient également protégés. Si on n'a pas un marché unique des biens et services, y compris les services financiers. Donc on a maintenant une garantie des dépôts à 100 000 euros dans tout le système européen. Et de ce point de vue, le risque de bank run du côté des ménages et particuliers, on en est un peu protégé par ce système d'assurance défaut. Par contre, on n'est pas protégé du cercle vicieux entre dette publique et dette privée. C'est là où entre dette publique des États et dette privée des banques. C'est là où le danger se pose plus que sur le bank run des particuliers. Très bien. Avec le recul, finalement, les réformes post-2008, quand on les juge 2020 à la lumière de la crise sanitaire? Elles ont été utiles. Dans certains volets, elles ont été insuffisantes. Par exemple, le fonds de résolution dont j'ai parlé n'est pas encore complètement capitalisé. Donc on avait quand même prévu, parce que c'est une question politique un peu compliquée, de dire on va mettre ensemble de l'argent qui va servir à couvrir les risques d'une banque, quel que soit son pays. Donc il y a eu beaucoup de débats politiques, et ce qui a été fait, c'est un échelonnement dans le temps pour arriver au fonds complet en 2024, donc on n'y est pas encore. Donc le processus n'était pas achevé, mais le chemin était quand même utile. Mais le fond, en fait, on reprend dans le policy brief un tableau où on reprend le scénario de stress test de l'autorité bancaire européenne, donc les tests de résistance en français. C'est ce que font les régulateurs pour voir si les banques sont saines. Donc on leur fait simuler des scénarios de crise et on regarde si elles ont assez de ressources pour y faire face. Et le scénario qui était prévu là en janvier 2020 et qui a été annulé était typiquement un scénario de 2008, c'est-à-dire une croissance de -3, une chute des cours des actions de 20%. Et est-ce que les banques feraient face à ça? Mais ce qui se passe en 2020, ce n'est pas une crise comme celle de 2008, c'est une crise comme celle de 1929. C'est-à-dire que les chutes de croissance, ce n'est pas 3 ou 4 points, c'est 10 points. Et là, ce système n'était pas conçu, pensé pour faire face à un choc de cette ampleur. Le pire des stress tests n'a pas imaginé le Covid. N'a pas imaginé le Covid, ni le retour de la Grande Dépression des années 30 ou de la crise de 29. Merci pour cet éclairage très complet. Donc un article à lire dans The Conversation France, outre le policy brief du CEPI. Merci Fabien. Merci.